Regards croisés? Quelles initiatives pour l'école numérique d'aujourd'hui et de demain? Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes toujours en direct du salon Educatech Educatis, porte de Versailles à Paris, installé sur le stand de la direction du numérique pour l'éducation du ministère de l'Éducation nationale. Nous arrivons progressivement au terme de cette première journée de décryptage des enjeux du numérique dans l'éducation. Comment préparer, former les adultes de demain, ceux qui feront finalement l'histoire de notre pays et puis l'histoire européenne et l'histoire du monde bien entendu. Il y a les outils numériques, les apprentissages, la découverte de nouveaux process, la recherche fondamentale aussi autour des neurosciences qui permettent de mieux comprendre comment élèves et enseignants fonctionnent et peuvent progresser. Et puis il y a l'environnement, les lieux d'apprentissage, ceux-là aussi sont concernés par la transformation numérique. On sait aujourd'hui que l'organisation de l'espace, la lumière influe sur notre capacité à apprendre et influe sur la concentration. Alors ainsi, à quoi ressemblera la classe de demain? C'est bien la question à laquelle nous nous intéressons pour cette dernière émission de la journée avec Patricia Pichon, inspectrice de l'éducation nationale en charge du numérique pour le département de la Loire, c'est l'Académie de Lyon, et Anne Capio, deuxième adjointe au maire d'Elancourt, chargée de l'éducation et du numérique, conseillère départementale également, commune, Elancourt, qui a été primée et remarquée pour l'intégration du numérique dans les écoles il y a déjà quasiment une dizaine d'années. Vous avez commencé, vous pourrez nous expliquer ça pendant l'émission. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors, à quoi ressemblera la classe de demain? Eh bien, c'est véritablement la question, puisqu'il s'agit finalement de repenser les lieux d'apprentissage pour les adapter aux nouvelles façons de faire, et en particulier le travail en coopération ou collaboration, aujourd'hui, qui est plébiscité finalement maintenant dans les écoles et aussi dans le monde de l'entreprise. C'est vraiment comme ça qu'on va travailler. Alors, deux approches et deux expérimentations différentes. La première avec vous, peut-être Patricia Pichon, dans le cadre du projet Archiclass, porté par la DNE depuis 2014. Vous avez souhaité réfléchir et travailler autour de réaménagement des espaces, en particulier, notamment dans le cadre de classes à double niveau, les classes à dédoubler finalement, c'est ça ? Oui, nous avons en appui d'une expérimentation conduite avec Saint-Étienne Métropole et la Cité du Design pour réfléchir à un nouveau plan numérique d'équipement de toutes les écoles de la collectivité territoriale, puisque depuis 1998, c'est à cette échelle-là que les équipements des écoles sont pensés. Nous avons donc fait un travail de conception, d'élaboration d'un nouveau plan prenant en compte les réalités des outils d'aujourd'hui, à savoir la vidéoprojection, les tablettes dans les classes et l'espace numérique de travail. Donc ce plan est en cours de déploiement et dans le cadre d'Archiclass, la Cité du Design a été capable d'élaborer des scénarios et des pistes proposées aux collectivités territoriales pour penser tout cela. Et nous avons, au mois de juillet, pensé à se mettre au cœur de l'actualité pédagogique, puisqu'il s'agit de dédoubler aujourd'hui les classes de CP, puis demain celles de CE1 en éducation prioritaire, en REP+. Voilà, en zone d'éducation prioritaire. Voilà, donc ça concerne les zones d'éducation prioritaire, et la ville de Saint-Étienne est particulièrement concernée, puisque dès cette rentrée, il a fallu, à l'échelle de la ville de Saint-Étienne, trouver 9 classes de plus. Donc ça a été possible pour dédoubler les CP en REP+, cette rentrée, mais la rentrée prochaine, nous devrons dédoubler les classes de CE1 en REP+, mais aussi les CP et les CE1 dans les REP, ce qui correspond à l'échelle de la ville de Saint-Étienne à entre plus 40 ou 50 classes. Donc nous n'avons pas les moyens de le faire en occupant des locaux, en bâti. Voilà. Donc la question du bâti est posée. Et on s'est dit que, fort de nos expériences diverses sur la co-construction d'espace, il fallait qu'on réfléchisse, qu'on se mette en chantier. Et cette année scolaire, nous nous sommes lancé le défi avec la Cité du Design, avec Canopé, avec la ville de Saint-Étienne et avec d'autres partenaires. Nous nous lançons le défi de réfléchir, d'expérimenter, de tester et de concevoir des scénarios d'usage qui nous permettent de concevoir des aménagements d'espace et des mutualisations de ressources et d'espace pour faire fonctionner au mieux les classes dédoublées. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement,
quelque part dans la contrainte, sous la contrainte, nécessité, on l'a dit, pas de possibilité d'occuper des classes par le bâti, c'est-à-dire soit de construire, soit de vider, enfin voilà. Vous êtes amené à collaborer, à coopérer, à réfléchir ensemble, chacun avec son expertise, son expérience, pour voir comment est-ce que vous allez réussir à finalement trouver cette place. Donc il s'agit quoi en fait? De pousser les murs, d'enlever les murs à l'intérieur, de repenser l'aménagement, et quel est le lien finalement avec le numérique? Alors le lien avec le numérique, c'est déjà tout simplement, nous avons aujourd'hui dans une école 2 CP qui ont été dédoublés. Une classe est équipée avec un vidéoprojecteur et pas l'autre. Ça, c'est la réalité. Elles ont à mutualiser, elles ont des tablettes à utiliser et un espace numérique à déployer. Et elles doivent concevoir leurs enseignements en ayant chaque enseignant à 12 élèves. Et on se dit comment peuvent-ils éventuellement cohabiter à certains moments dans le même espace? Pourquoi faire? Comment on aménage ces espaces en fonction, non pas, je dirais, de l'unité classe, mais plutôt en fonction de la nature de leur activité, que ce soit l'activité d'enseignement ou l'activité d'apprentissage, puisqu'on peut penser qu'à certains moments, les enfants sont des activités très individualisées, voire même personnalisées, où l'attention est vraiment, la concentration individuelle est nécessaire, puis d'autres moments, au contraire, où on va être dans des modalités de groupement beaucoup plus importantes, avec des groupes qui peuvent varier en taille, et une présence et une tutelle de l'enseignant qui peut être, elle aussi, variable. Donc nous avons décidé d'associer les enseignants évidemment à ce projet. Nous sommes dans les phases où on observe, où on a recruté un designer pour nous aider dans cette démarche-là, pour essayer de co-construire ensemble des solutions et faire des propositions de scénarios. Donc le numérique, c'est comment on utilise un vidéoprojecteur à 2, comment on utilise un lot de tablettes à 2 classes, comment on partage un espace et comment on identifie dans ces espaces des zones d'activité, peut-être également en cassant, je dirais, les espaces tables, chaises face à un tableau. Voilà, donc toutes ces questions-là, elles sont posées et en particulier, les enseignants sont très demandeurs de mobilité, de flexibilité. Alors, autre expérimentation, Anne Capio, cette fois-ci c'est donc directement à l'initiative d'une collectivité locale, une commune, la commune d'Elancourt, dans les Yvelines, qui dans le cadre du projet stratégique, l'Académie de Versailles 2020 et celui du plan numérique 2016-2017 qui porte sur repenser les lieux, mobiliser tous les lieux pour enseigner et apprendre, vous avez lancé, vous, le projet Bouge ta classe. En quoi consiste-t-il? Est-ce que c'est un petit peu différent? Est-ce que c'est différent d'ailleurs de l'expérimentation dans la loi? Ou finalement, est-ce que là, on travaille juste au niveau d'une classe, enfin, à l'échelle d'une classe? Alors, c'est un peu différent parce que d'abord, c'est parti d'une collectivité de la ville d'Elancourt et non pas d'une communauté d'agglomération. Que nous, on est parti sur un projet qu'on a donné aux enseignants. C'est-à-dire qu'on a lancé un appel à projet aux enseignants en leur disant, voilà, vous enseignez maintenant avec les outils numériques depuis 12 ans maintenant sur Elancourt. Donc, est-ce que on vous demande de vouloir repenser votre classe, d'aller plus loin maintenant, d'aller plus loin, repenser votre classe, donc votre posture pour enseigner. Et donc voilà, vous avez carte blanche. Vous imaginez qu'on est une fée en face et qu'on va exaucer tout au souhait. Quelle chance! Et voilà. et donc allez-y, soyez un peu fous. Et voilà, on a eu 10 enseignants volontaires qui nous ont présenté des projets, tous aussi différents les uns que les autres. Certains avec des coins canapés, d'autres avec des coins coussins, d'autres avec des chaises, d'autres avec des poufs, etc. Il y a eu un jury composé bien sûr des gens de la commune, mais de l'éducation nationale également, de Canopée et de notre IEN. Et on a retenu sur les 10 projets, 7 projets. C'est un projet intéressant parce que d'abord, ça concerne l'enseignant directement dans sa pratique à lui d'enseigner. Donc c'est quand même à lui de savoir, d'imaginer ce qu'il a besoin. Et puis on a dit, le projet ne s'arrête pas là, il peut évoluer, tester. Vous allez tester, peut-être ça va marcher, peut-être ça ne marchera pas et on pourra le modifier, etc. Donc, entre-temps, l'année dernière, on a 3 enseignants qui nous ont demandé un budget supplémentaire pour faire ce projet Bouge ta classe que l'on a accepté. Et là, l'expérience continue. On a de plus en plus d'enseignants qui veulent le faire. L'objet de ce projet-là, c'était surtout de dire aux enseignants... l'outil numérique
Et l'occasion, parce qu'on aurait pu se poser la question avant, ce que vous disiez, mais l'outil numérique dans les apprentissages, c'est l'occasion de se poser les bonnes questions et de se dire, est-ce que je dois continuer à faire mon enseignement frontalement devant mon tableau ou pas? Voilà. Donc nous, à Elancourt, on a beaucoup de chance puisque nous, tous les enfants sont équipés de tablettes numériques en individuel. Donc on a 2500 tablettes qui circulent, les enfants rentrent chez eux le soir avec. Donc il y a beaucoup de travail en indépendance sur les outils, mais c'est aussi l'occasion de travailler en collaboration dans des espaces dédiés dans la classe à cet effet. Alors justement, ce qui va être intéressant, c'est ce que vous disiez, Patricia Pichon, vous êtes vous finalement un peu dans les starting blocks. Ce démarrage de projet n'a que quelques mois, ça date du mois de juillet. Donc c'est peut-être encore difficile pour vous d'avoir le recul nécessaire sur les bénéfices de ces réaménagements d'espace, si ce n'est qu'effectivement ça va répondre à une contrainte et une nécessité. À Elancourt, vous avez, vous, davantage de recul. Qu'est-ce que vous observez finalement en termes de résultats? Parce que l'idée est bien aussi d'observer et de se dire, voilà, il y a du bénéfice, on peut déployer et on peut être valeur d'exemple pour d'autres communes, pour d'autres groupes. Voilà. Donc en fait, ce qu'on peut constater, enfin en tout cas, c'est les retours des enseignants, bien sûr, que l'on a, c'est que pour apprendre, on n'est pas obligé d'être assis sur une chaise, voilà, surtout pour certains enfants qui ont plus la bougeotte que d'autres. Et en fait, on peut très bien apprendre en gesticulant, en bougeant, ou on peut très bien apprendre aussi en étant vautré, pourquoi pas. On peut apprendre vautré, les pieds en l'air, allongés par terre ou sur des coussins. Donc c'est accepter un changement de posture aussi pour les enseignants, c'est de se dire qu'on n'apprend pas tous de la même façon, voilà, et qu'il y a plein de façons d'apprendre, tout comme on dit qu'il y a plein d'intelligences aussi, les intelligences multiples, voilà. Façon de... Absolument. Et ce qui ressort aussi des enseignants, c'est qu'avec ces espaces classes qui sont modifiés, donc ils font des ateliers, les enfants ne font pas tous la même chose en même temps. Et ça permet de différencier les apprentissages et d'être au plus près des élèves dans leurs compétences qu'ils ont à acquérir. Alors, Patricia Pichon, vous, justement, en tant qu'inspectrice de l'éducation nationale, vous avez forcément cette vision et cette prise de hauteur sur ce qui se passe dans les classes. Est-ce que vous partagez aussi ce constat que, voilà, on peut ne pas apprendre de la même façon, tous de la même façon, et encore plus, peut-être, dans la problématique de ces classes dédoublées en zone d'éducation prioritaire, où il y a probablement des enfants qui ont plus de difficultés d'apprentissage que d'autres? Oui, l'objectif de faire réussir tous les élèves, ça suppose de la part des enseignants de se préoccuper de là où on est, chaque élève, chaque enfant dans ses apprentissages, comment il apprend, quelles sont les difficultés qu'il rencontre, quelles aides il peut lui proposer, quels accompagnements et quels outils qui vont être les plus efficaces pour lui permettre de surmonter les obstacles. Donc oui, il est certain que la différenciation pédagogique, ce n'est pas quelque chose de récent. Simplement, sans doute que le numérique apporte de nouvelles modalités pour faire cette différenciation. Dans les esprits, finalement. Par exemple, je donnais des exemples tout simples, mais par exemple, avec une tablette, on peut réécouter plusieurs fois la consigne, autant de fois qu'on en a besoin, puisque on peut la réécouter si l'enseignant l'a enregistrée, alors que l'enseignant lui-même ne va peut-être pas la répéter autant de fois. En même temps, j'ai envie de vous dire, on peut la relire plusieurs fois. On peut la relire, mais là je parle d'enfants par exemple, qui sont en cours d'apprentissage, qui ont des difficultés. Voilà, donc il y a la question effectivement de l'écoute. Après, sur la lecture, la différenciation, c'est aussi permettre d'avoir, par exemple, de pouvoir grossir, de pouvoir surligner, de pouvoir interagir avec son support de lecture de façon plus aisée. Aujourd'hui, on le sait aussi, par exemple, pour comprendre une histoire, encore faudrait-il l'avoir entendue, et écouter et se la raconter, la connaître. Et on peut aussi exposer les élèves avec le numérique plus fréquemment, plus longtemps, plus souvent que sans. De la même façon, on peut les amener à produire des écrits ou des oraux de façon beaucoup plus facilitée. Anne-Capio, vous vouliez réagir? Je voulais réagir parce que il n'y a pas longtemps, je suis allée dans une classe et je voyais un enfant qui était dans son coin à faire une dictée. Donc l'enseignant avait effectivement enregistré la dictée sur la tablette. L'enfant avait des écouteurs et faisait sa dictée à son rythme. Donc il mettait stop si ça allait trop vite, il pouvait revenir en arrière, il pouvait se corriger, etc. Et donc je l'ai regardé faire, ça m'a beaucoup amusée. Et à la fin, je lui ai posé des questions. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu trouves, tu préfères faire la dictée sur la tablette ou sur ton cahier? Et il m'a dit, moi je préfère faire sur la tablette parce que si je me trompe, je corrige et personne ne le voit. Donc c'est aussi le droit à l'erreur
le droit à l'erreur sans culpabilité qui m'a semblé intéressant dans ce qu'il m'a dit. Voilà. Alors, vous avez toutes les deux, encore une fois, à des échelles différentes et avec des impulsions différentes, vous êtes amenés à collaborer. Alors, la mairie d'Elancourt avec l'Éducation nationale et les académies, vous, Patricia Pichon, en tant qu'Éducation nationale avec les collectivités, vous l'avez dit tout à l'heure. Comment ça se passe? Comment est-ce que ça s'organise? C'est pas évident, hein. On est quand même encore dans un pays où finalement chaque entité avait l'habitude de fonctionner dans son silo. Et là, soit par impulsion et volonté politique, soit par contrainte, vous êtes obligés de collaborer et de coopérer. Patricia Pichon. Oui, alors la collaboration, elle suppose d'avoir un but commun, de se mettre d'accord sur une problématique commune. Et puis elle suppose aussi d'avoir un peu d'empathie, c'est-à-dire de se mettre un peu à la place de l'autre, prendre un peu le point de vue de l'autre, comprendre les contraintes de l'autre, à la fois ce qu'il peut apporter. Hein, être partenaire, c'est contribuer, c'est apporter sa part de l'effort, sa part de compétences, mais c'est également en tirer bénéfice. Et là, je pense qu'on est aussi très soucieux dans le cadre de nos projets de mettre en évidence les bénéfices que chacun retire de ces expériences de collaboration. Elles ne sont pas, quand je dis bénéfices, ce n'est pas des monnaies sonnantes et trébuchantes, hein, ça va bien au-delà. Mais en termes de lisibilité de son action, d'effet de son action, voir qu'on arrive à faire à plusieurs, ensemble, en cohérence, en complémentarité, des choses que seuls nous serions incapables de faire. Et c'est peut-être aussi ce qui va caractériser la question du numérique, c'est que cette question-là, elle, comme quelques autres, mais cette question-là de façon spécifique suppose vraiment de collaborer puisque les équipements dépendent effectivement des collectivités. Donc c'est important de pouvoir le faire à l'initial, c'est-à-dire au moment de la conception d'un plan, de s'associer. Sinon, le plus difficile pour nous, Éducation nationale, c'est quand on est confronté à des collectivités qui disent, bah voilà, nous, on donne par exemple des tablettes à tout le monde ou des tableaux blancs interactifs à tout le monde, allez-y, formez les enseignants. C'est beaucoup plus complexe. Un enseignant va s'emparer d'outils à condition qu'on le forme, qu'on l'accompagne, qu'il en ait envie, qu'il en ait la possibilité et il doit le faire dans l'exercice de sa liberté pédagogique aussi. Donc voilà, tout ça, ça suppose d'être vraiment dans le côte à côte et d'élaborer les solutions ensemble. Ben, je crois que tout simplement, vous avez raison, mais je crois que tout simplement la collaboration entre collectivités et éducation nationale, elle doit tourner autour du même objectif. L'objectif, c'est lequel? C'est la réussite scolaire de tous les enfants et l'égalité des chances. À partir du moment où ce constat est posé sur la table et qu'on est tous d'accord, je ne vois pas comment on pourrait ne pas être d'accord. Pour un maire, le fait d'offrir aux enfants de sa ville le même outil à tout le monde, quel que soit le quartier ou le milieu social où il vient pour faire réussir l'enfant, c'est quand même, voilà, le but commun doit être là. Nous, on n'a jamais eu de problème. C'est l'intérêt de l'enfant, finalement. C'est l'intérêt de l'enfant, bien l'apprentissage. évidemment, l'apprentissage. Donner envie à l'enfant d'apprendre et donner du plaisir aux enseignants à apprendre. Voilà, je crois que c'est revenir finalement aux fondamentaux de ce que c'est que l'enseignement. Une dernière question pour vous, Patricia Pichon, c'est que, je le disais en début d'émission, vous êtes en coopération là avec la DNE qui vous aide à porter ce projet. L'objectif est aussi de construire avec le ministère une plateforme qui permettra aux autres académies, aux autres territoires finalement de s'inspirer de votre expérience. Est-ce que quand on pense au nombre de collèges, d'établissements qui restent à construire et qui aura à construire dans les années à venir forcément, est-ce que l'idée c'est vraiment de construire et d'être à l'origine finalement d'une nouvelle façon de faire, de nouveaux lieux d'apprentissage et d'avoir testé finalement, d'avoir été à l'origine quelque part? Oui, je crois que la proposition d'Archiclass, c'est à la fois une démarche en fait de pensée design, par exemple, qu'on a beaucoup nous exploré et qu'on essaye de mettre en œuvre. Donc d'une pensée collective, d'émergence de solutions, et puis une pensée qui permette aussi d'être dans le concret, dans l'agir, dans l'ici et maintenant, avec les moyens que l'on a, trouver des solutions, les tester, les expérimenter. Donc la proposition à travers Archiclass de ces expérimentations, c'est sans doute par exemple dans le cadre de l'expérimentation sur les CPD doublés qu'on est en train de conduire. On se donne comme objectif d'avoir à la fin de l'année scolaire un certain nombre de scénarios d'usage.
Nous ne les aurons sans doute pas tous testés. Nous en aurons imaginé une partie, nous en aurons réalisé quelques-uns et quelques-uns qu'on aura testés, fait évoluer. Mais tout cela, on pourra. L'idée, c'est vraiment de le communiquer, de le rendre accessible à d'autres, de le transmettre, d'être des passeurs et de permettre à d'autres de s'essayer, d'aller plus loin, de s'emparer de ces idées-là et de les faire fructifier au-delà. Anne Capio, la prochaine étape pour Elancourt? Alors, c'est quoi next step? La prochaine étape, c'est que tous les enseignants puissent imaginer la classe telle qu'il a. Je voulais juste préciser que là, on a démarré une opération qui est très intéressante en partenariat avec, donc il y a la mairie d'Elancourt, il y a la DAN, le Canopé, l'éducation nationale et un partenaire privé qui est Manutan. Et là, on a rejoint 2 classes ensemble avec des espaces tout à fait innovants, avec du mobilier innovant, du matériel innovant. Et hier, on avait 150 maires adjoints et adjoints des collectivités de 78 qui sont venus visiter nos écoles à Elancourt. Et nous, notre souhait, c'est d'essaimer notre projet et de donner envie aux autres collectivités de le faire. Le projet Bouge ta classe est un projet passionnant. Les enseignants sont passionnés par ça. Et un point important, ça ne coûte pas cher parce qu'on peut très bien transformer un meuble. On peut faire du home staging dans la classe, voilà, repenser l'espace. Exactement, du home staging, très bon exemple. et acheter des meubles qui ne coûtent pas cher et qui changent la vie des élèves et des enfants. Et des enseignants. Voilà, c'est pas qu'une question de moyens, c'est aussi une question d'envie et une question de réaliser que peut-être l'espace, la lumière, encore une fois, voilà. Eh bien, ça influe sur nos apprentissages. Absolument. Nous avons des objectifs de frugalité à Saint-Étienne. Parfait, merci infiniment à toutes les deux. Patricia Pichon, je rappelle que vous êtes inspectrice de l'éducation nationale en charge du numérique pour le département de la Loire. Anne Capio, vous êtes adjointe au maire d'Elancourt en charge de l'éducation et vous êtes également conseillère départementale pour le département des Yvelines. Merci infiniment de nous avoir livré vos expériences et expérimentations, chacune dans vos domaines. À très bientôt. À très bientôt, merci. Au revoir. Au revoir.